Je suis Seth Force, bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Hero on Web, aujourd'hui consacré aux Avengers. Bonjour à toi, bonjour à vous. Salut. Les Avengers, peut-être le groupe de justiciers les plus connus de notre monde. Tu devrais dire ça à la Justice League. De l'univers Marvel. En particulier depuis que nous sont rapportées les aventures de la version de l'univers 199 999 de cette équipe. Super soldats, surhommes, mutantes, androïdes, extraterrestres. Au fil des années, de nombreux profils ont eu l'honneur d'être intégrés au sein des Avengers. Mais d'autres équipes, prestigieuses et redoutables, existent dans l'univers Marvel. Ne serait-ce que les 4 Fantastiques et les X-Men. Ouais, tu devrais dire ça aux Ultimates. Dans l'univers 616 ou Première Terre. Pourtant, seuls les Avengers se sont vus accoler l'épithète un peu prétentieux de Mighty, que l'on peut bien sûr traduire par puissant, mais aussi par considérable, voire sacré. Ouais, alors que même le nom Vengeur, il venge pas grand-chose, comme dirait Œil de Faucon. Alors comment? Pourquoi? Puissance des membres, reconnaissance des pairs et des institutions, implication dans des événements majeurs, antagoniste puissant? Mérite-t-il vraiment ce titre? C'est ce que nous allons essayer de voir ici. Précisons que, à moins d'indications contraires, nous parlerons uniquement du groupe principal des Avengers. N'entrerons donc que peu dans l'équation, les Vengeurs de la côte ouest, les Young Avengers, Uncanny Avengers, Secret Avengers. Et tutti quanti. Ça va là? Ouais. Alors c'est parti. En 1963, après les Fantastic Four et les X-Men, nous est comptée la rencontre des aventuriers qui formeront les Avengers. Mais ces héros ont déjà une certaine notoriété du fait de leur carrière en solo. Et quel héros! Un dieu asgardien, un génie en armure, le mortel le plus puissant du monde. Ouais, et Ant-Man et la guêpe. Sans compter que le géant vert, il va pas rester longtemps. Et il va revenir à l'occasion, histoire de distribuer des baffes, quoi. C'est vrai. Cela dit, il sera remplacé par un membre peut-être moins puissant, mais ô combien illustre. La légende vivante, Captain America, qui, avec Iron Man et Thor, formera la trinité des Avengers. Dans une réalité concurrente, il y a aussi une trinité, hein. Mais pour être au niveau, faudrait que Tony Stark porte un corset et un lasso. Au fil des années, différentes formations de héros se sont succédées. Dans un premier temps, les puissants Thor et Iron Man Et Ant-Man. Et la guêpe. sont remplacés par Hawkeye, Scarlet Witch et Quicksilver. Des criminels. Plus tard encore, des noms prestigieux viendront se rajouter à la liste. Black Panther, Vision, Hercule, Black Widow, Captain Marvel. Rage. Manta. L4. Oui, aussi. Et il y a aussi quelques formations qui sortent de l'ordinaire. En 1989, après quelques événements traumatisants, les membres du groupe sont blessés ou indisponibles. Lorsqu'arrivent les événements d'Inferno et que la ville devient folle, Steve Rogers, le capitaine, rassemble une nouvelle équipe avec les personnes prêtes à l'aider à gérer cette crise. C'est ainsi que Sue Storm et Reed Richards des FF viennent à son secours, ainsi que Gilgamesh. Gilgamesh, le chasseur de monstres. Pas étonnant qu'il soit sorti de sa retraite pour latter ces petits bâtards venus des limbes. C'est comme ça qu'il devient le premier éternel à rejoindre les Vengeurs, avant même Circé. Bon, mais comme il a failli clamser, il n'est pas resté longtemps. Et comme il y a Thor qui revenait, de toute façon, il n'a pas manqué au final. Hein. En 2004, l'équipe éclate à nouveau. Mort, traumatisme, manipulation. Les Avengers sont officiellement démantelés. À quelque temps de là, certaines personnes se trouvent à devoir gérer une évasion massive à la prison du Raft. À nouveau, Captain America voit cela comme un signe et propose la formation de ces nouveaux Avengers. Une équipe plutôt originale, avec Luke Cage, Wolverine, les 2 araignées. Pas les gars les plus puissants du monde, mais des pointures à leur manière. En 2013, pour faire face à de nouvelles menaces de niveau cosmique, Qui mèneront à l'effondrement de l'univers. tout à fait, Tony Stark restructure l'organisation des Avengers. Le principe, autour d'une équipe centrale, de nombreux membres sont ajoutés et sélectionnés pour les missions où leur capacité pourra faire pencher la balance du bon côté. Ouais. Et en plus des brutasses habituels, ils ont rajouté quelques gros calibres, parmi lesquels un Hyperion, une Captain Universe, un Starband. Genre de truc qui fait réfléchir même les annihilators. Depuis la refonte de la réalité en Première Terre, les Avengers ont repris une configuration plus classique avec la Trinité originelle et même dernièrement une Hulk. Mais se permettent aussi d'accueillir quelques nouveaux comme Blade ou le dernier Ghost Rider. Donc depuis la création, c'est pas mal de gars et de filles. Très puissants ou avec une grosse réputation. C'est là où tu voulais en venir? Exactement. Des dieux, des immortels, des gus gavés de pouvoirs cosmiques.
C'est sûr, mais... Mais quoi? Ben, il y a des loustiques aussi balèzes dans d'autres équipes. Sous Storm, son frangin, Magneto, Tornade... Mais ne sont-ils pas moins nombreux que chez les Avengers? Possible. Faudrait compter. Disons que oui. Mais un ou deux trucs quand même où les Vengeurs sont à la ramasse. Lesquels? Durant la confrontation contre les X-Men avec le retour du Phénix, ils se sont vite rendus compte que malgré l'équipe surpuissante qu'ils avaient, ils avaient une grosse lacune. Les télépathes. Tous les plus grands télépathes du monde sont des mutants. Xavier, Emma Frost, Quentin Quire, etc. Et connaissant la dangerosité d'un bon télépathe, c'est un gros problème. En effet. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a peut-être une autre catégorie où ils sont pas au niveau. Oui? La manipulation de la réalité. Difficile de compter les points, mais là, ce serait plutôt avantage aux mutants. Mais faudrait creuser là-dessus. Je te fais confiance, on parlera quand tu feras l'émission sur Rick Jones. Donc, en ce qui concerne le pouvoir brut, avantage aux Avengers. En ce qui concerne les pouvoirs psy, avantage aux X-Men. Et pour la manipulation de la réalité, difficile de compter. J'ai bien résumé? Ouais. Alors on passe à la suite. On le sait bien, rien de tel pour mettre en relief un héros qu'un bon antagoniste. Une némésis qui saura sublimer les valeurs d'un justicier ou de toute une équipe. Alors, que faut-il pour faire un bon antagoniste? Une puissance considérable, bien sûr, des motivations complexes, ainsi qu'un lien intime avec l'équipe en question. Un destin lié. Là, ça va être chaud pour les Vengeurs de se mettre au niveau. En effet, difficile de concurrencer un Docteur Doom ou un Magneto, qui coche avec classe et panache l'ensemble des points de la liste. Alors, regardons-y de plus près. En premier lieu viennent Loki, qui déclenche bien malgré lui la formation des Avengers, puis Zemo. Des personnages intéressants, mais qui restent avant tout les ennemis de Thor pour l'un et de Captain America pour l'autre. Puis vint Kang. Kang le conquérant et ses multiples avatars. Une technologie futuriste lui octroyant une puissance exceptionnelle, et un contrôle du flux temporel qui le rend virtuellement invincible. Invincible? Dans le sens où il peut toujours bidouiller le temps pour se barrer ou pour effacer sa défaite, je suppose. Parce que, dans les faits, il s'est quand même pris pas mal de tôle. Oui, dans ce sens-là, en effet. En ce qui concerne les motivations, par contre, Kang peine à se hisser au niveau des autres. Son éternel plan, conquérir notre zone temporelle. Fin 20e, début 21e siècle. Un temps où il pourrait plus facilement imposer sa loi grâce à son avantage technologique. On est loin de l'idéologie émancipatoire d'un Magneto. Ses liens avec l'équipe, quasi inexistants. En dehors des fois où il a tenté de manipuler certains membres des Avengers. Tu veux dire comme lorsque, sous l'identité d'Immortus, il a présidé au mariage de la Madone Céleste et d'un Kotati d'un côté, de Wanda et la Vision d'un autre, pour asservir Wanda et l'utiliser dans ses plans de conquête du temps? Ça me semble un excellent exemple, oui. Donc, exit Kang. Mais voici que s'approche un nouveau challenger. Et qui mieux que Thanos pourrait relever le gant? C'est sûr que si tu cherches un spécialiste en gants... Thanos, une des pires menaces de l'univers connu, l'amant de la mort. Pour les motivations complexes, je pense qu'on est servi. Fascination de la mort d'un côté, mais volonté de sauvegarder sa réalité. Ce qui le mènera plusieurs fois à combattre aux côtés de héros qui furent en d'autres occasions ses ennemis. Sans oublier sa soif de pouvoir qui est en constante lutte avec le fait qu'il s'en sent indigne. Et comme le dit Warlock à la fin de la guerre du pouvoir, Thanos donne toujours à ses adversaires le moyen de le battre. Reste un problème. Est-ce que Thanos est un ennemi intime des Vengeurs? Est-ce un ennemi des Vengeurs? En tant que menace galactique, il est vrai que les affrontements avec Thanos ont souvent rassemblé bien plus que les membres des Avengers. Cependant, les affrontements contre Thanos où les Avengers ne sont pas intervenus sont assez rares. J'ai donc envie de répondre oui à la deuxième question. Par contre, en effet, il manque un lien spécial qui l'unit à l'équipe. Lien qu'il peut partager avec Star Fox, son frère, ou Captain Marvel ou Warlock. Mais il serait difficile d'étendre ce lien aux Avengers en tant que tels. Donc pas d'ennemi intime pour les Vengeurs. Ultron?
des liens avec Ant-Man et la guêpe, Vision, je caste, mais des motivations au ras des pâquerettes. Tuer tous les humains et les remplacer par des robots. Voilà. Galactus. Plutôt la chasse gardée des FF. Les Kree, les Skrulls. Aïe, donc nous n'avons pas d'ennemis intimes pour les Avengers. Faut voir. Tu connais les collecteurs? Les collecteurs d'impôts. Ouais, c'est vrai qu'ils sont effrayants, mais... Non, les collecteurs et leur chef, Proctor. Une blague à faire, peut-être? Non. Ce sont des vengeurs de différentes réalités. Vision, Swordman, le Tigre Noir. Et Proctor a réussi à servir Hut, un gardien de sa propre réalité. Et il se sert de sa puissance de ouf pour voyager à travers les dimensions, pour recruter des nouveaux membres et pour mener à bien sa croisade, zigouiller toutes les Circés du multivers. Et en 1992, il se pointe dans la réalité 616. Oh, pouvoir énorme, motivation mystérieuse et originale, et je suppose des liens avec les Avengers de Terre 616, puisque les collecteurs sont eux-mêmes des Avengers d'autres dimensions. Tu l'as dit. Au bout d'un moment, on s'aperçoit que la Vision a un comportement étrange. Il est envieux, colérique, jaloux du début de relation entre le Chevalier Noir et Cristal. Il se permet même de reluquer la belle inhumaine quand elle dort. Et un vrai stalker. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est le Vision des collecteurs. Qui a pris la place de celui des Vengeurs. Et il aurait pu faire du dégât, infiltré comme il était. Eh bien, cette équipe me semble cocher toutes les cases. Aurions-nous enfin notre Némésis? Pas vraiment. Mais pourquoi donc? Depuis 92, on en a plus entendu reparler. Hein. Ah, Ouais. bon. La suite? Ouais. Les Avengers, grands protecteurs de la Terre, y compris au-delà de ses frontières, se sont vus impliqués, parfois à leur corps défendant, dans diverses affaires encore aujourd'hui mythiques. Nous pourrions évoquer la première guerre secrète, les actes de vengeance, ou encore la guerre du pouvoir, mais... Mais les Vengeurs sont pas les seuls gonzes à être impliqués là-dedans. Exactement. Contrairement à ce qu'il va se passer en 1971. Différents événements vont forcer les Avengers à s'impliquer dans un conflit entre deux peuples, la guerre Kree-Skrull. D'un côté, les Skrulls enlèvent Captain Marvel et discréditent les Avengers sur Terre grâce à l'un des leurs infiltré à haut niveau dans la politique humaine. De l'autre côté, Ronan, l'accusateur Kree, après avoir essayé lui aussi d'enlever Marvel, va tenter d'utiliser les Inhumains dans sa guerre. Pour mettre un terme à ce conflit, un groupe d'Avengers qui n'est pas au mieux de sa forme. Un événement qui n'a pas la classe. D'un événement cosmique comme la guerre du pouvoir, mais qui a encore des répercussions aujourd'hui. Et qu'à voir qui dirige l'Empire Kree en ce moment. Et c'est un événement qui a mis en valeur Rick Jones, qui montre son importance. D'ailleurs, t'avais pas dit que tu ferais une émission sur lui? C'est possible, je me souviens plus vraiment. Ouais. N'empêche que la guerre Kree-Skrull fait quand même rentrer les Vengeurs dans le Galactic Game. Mais on peut en dire autant des X-Men avec l'Empire Shi'ar et puis l'histoire du Phénix Noir. C'est très vrai. Mais justement, en parlant de Phénix et des X-Men. 2012, la menace ressurgit. Le Phénix est en route vers la Terre, promettant de sombres malheurs. C'est en tout cas ce que pensent les Avengers. Les X-Men, eux, du moins ceux dirigés par Cyclope, ne sont pas de cet avis. Comme vous le savez peut-être, le Phénix finira par investir 6 mutants de son pouvoir phénoménal. Un challenge de taille pour les Avengers. Pour le coup, assez peu de répercussions à long terme ici. Hein. Et c'est peut-être mieux comme ça, vu que ça aurait pu très mal se terminer. Non, j'avoue, les Vengeurs, ils ont bien géré le truc, là. Oui, à part la mort de Xavier, qui d'ailleurs est reparu depuis, la principale conséquence de l'événement fut la création des Uncanny Avengers. Ouais. Cyclope a fait remarquer à Cap que les mutants sont toujours vus comme une menace. Et qu'il aurait pu y faire quelque chose en embauchant plus de mutants chez les Vengeurs. Bon. C'est ce qu'il a fait avec cette équipe pendant quelques temps. Quoi qu'il en soit, en 2014 et 2015 vont se produire les événements peut-être les plus importants de toute la chronologie Marvel. Ces événements, connus sous le nom de Time Runs Out et Secret Wars Battle World, ont effectivement vu arriver la fin de l'univers Marvel tel qu'on le connaissait. Des événements d'une ampleur jamais égalée et incluant de nombreux personnages d'importance. Pour y faire face, le Shield, les Illuminati et différents groupes d'Avengers.
Ouais, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils ont passé la moitié du temps à se friter entre eux. Pas sûr que ça aurait changé grand-chose s'ils étaient restés soudés, mais bon. Les Illuminati qui dégagent cap après qu'il ait refusé de détruire une incursion interdimensionnelle, Namor qui se barre des Illuminati pour rejoindre la cabale, Iron Man qui pète les plombs, comme d'habitude. Bref, au final, c'est les deux équipes de Vengeurs rassemblées par Solar qui finiront le taf. Groupe dans lesquels on retrouve les Avengers rassemblés dans la dernière équipe de Captain America et Iron Man, comme Hyperion, Starbrand ou Thor. Ils feront tout pour dégager cette menace. Ils se planteront. Avec panache, certes, mais... Au final, les Illuminati arriveront à sauvegarder quelques pelos dans une arche, et c'est un autre gars qui réussira à conserver quelques bribes de réalité par-ci par-là pour créer Battleworld. Un type qui n'a pas forcément les mêmes objectifs que les gentils. La plus belle action en équipe des Avengers reste donc pour l'instant dans le fait d'avoir pu neutraliser les 6 Phoenix. C'est mon avis, ouais. Il n'a fallu que peu de temps à l'équipe des Avengers pour obtenir aux yeux du public un statut particulier. En effet, à côté de la discrète famille Richards et face aux effrayants mutants, ils faisaient figure de véritables icônes, une équipe modèle. En plus de cet engouement public, les Avengers vont pouvoir bénéficier de statuts officiels privilégiés. Dans les années 80, les liens entre l'équipe et le gouvernement américain s'étoffent de plus en plus, avec les avantages et inconvénients qui vont de pair. Pour les inconvénients, ça concerne surtout la sélection des membres. Quand c'est pas la NSA qui vient fourrer son gros pif là-dedans, c'est la Commission des Affaires surhumaines. Pour les avantages, par contre, c'est plutôt pas mal. On commence par des autorisations de survol de la ville, ce qui est plutôt bien quand on habite au manoir Stark. Après, ça va jusqu'à la possibilité de fouiller dans les dossiers du gouvernement. Bon, en gros, c'est des super agents du FBI. Mais ça va pas durer. Hein. Effectivement, suite à divers problèmes, dont plusieurs accrochages avec Henry Peter Gyrich, leur premier agent de liaison, l'équipe préfère couper ses liens avec le gouvernement. Mais ils ne resteront pas longtemps sans appui officiel, puisque l'ONU leur proposera, dans la foulée, un nouveau statut, renforçant encore aux yeux du public leur rôle de défenseur de la Terre. Des années plus tard, c'est au tour du SHIELD, l'agence de contre-espionnage internationale, d'entretenir des relations privilégiées avec les Avengers. C'est là qu'on se rend compte de l'incroyable popularité du groupe. Ça se voit tout de suite quand Osborn a remplacé Tony Stark à la tête du SHIELD. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a changé le nom du SHIELD en Hammer ? Oui, mais ça c'est juste parce qu'il avait peur qu'on le prenne pour un pacifiste. Moi, il s'inquiétait pour rien, à mon avis. Ouais, tu l'as dit, Bouffi. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il forme un groupe d'Avengers ? Tu l'as redit, Bouffi. Bon, c'était avec des gars pas très clairs, ça c'est sûr, mais bon, les gens étaient quand même devant, ils scandaient le nom des Vengeurs. Vengeurs, Vengeurs. Le nom même des Avengers est devenu une arme médiatique. Tu l'as redit, Bouffi. Oui, bon, j'ai compris. Mais, peut-être aussi important que la cote de popularité des Avengers sur Terre, qu'en est-il de cette dernière dans le cosmos ? Ben, pas trop mal en fait. Tout à fait. Grâce à quelques événements, dont certains ont été évoqués dans cette émission, les Avengers gagnent une notoriété parmi les nombreuses civilisations du cosmos. Kree, Skrull, Shi'ar, Rigeliens. Il faut aussi prendre en compte que certains membres de l'équipe ont pu accéder au titre de protecteur de l'univers. Il s'agit bien sûr de Captain Marvel et de Quasar. Quoi qu'il en soit, il est possible aujourd'hui d'entendre dire à propos d'un puissant groupe d'une autre planète, ce sont les Avengers de leur monde. C'est plutôt la classe, j'avoue. En conclusion, nous avons pu voir plusieurs critères qui font des Avengers une équipe de premier plan. Puissance brute, ennemis et situations qu'ils ont dû affronter, reconnaissance du public, des autorités et même des civilisations extraterrestres. On a cependant pu voir que sur certains points, d'autres équipes leur font de l'ombre et peuvent même les devancer d'une tête, que ce soit les X-Men, les FF ou même les défenseurs. Alors, les Avengers sont-ils vraiment les héros les plus puissants et les plus considérables de la Terre ? Ouais. Merci, à bientôt pour une autre émission. Attends, tu comptes terminer comme ça, là? Bien, j'ai presque envie. C'est assez rare qu'on tombe d'accord. Mais tu... Bon, non. Bon, d'accord. Je terminerai en vrai en disant que c'est avant tout grâce à la confiance qu'inspirent les Avengers
qu'ils ont atteint ce statut particulier, même si bien sûr ce statut est lié, entre autres, aux diverses menaces qu'ils ont pu déjouer. Et vous, que pensez-vous des Avengers? Quelle est votre formation favorite? Pensez-vous qu'il y ait d'autres événements qui les ont menés à atteindre ce rôle de premier ordre? La saga Korvac? L'ère d'Ultron? Le dossier Sentry peut-être? Voyez-vous d'autres équipes que nous n'aurions citées, aptes à les challenger? Nous serons heureux d'en débattre. Parle pour toi. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao. Oui, Bonjour. Je souhaiterais vous engager pour retrouver quelqu'un. puis-je savoir qui vous a transmis mes coordonnées? Un ami en commun. Rencontré en Irlande. J'imagine que Red Fox ne vous aurait pas donné ma carte, sans une excellente raison. Vous acceptez de m'aider? Laissez-moi votre dossier. Je reviens vers vous.